Bonjour, je vais être la porte-parole du couple des Pinson-Charlot, parce que le temps est en cours, c'est plus efficace, on a jugé que c'était plus efficace ainsi. Alors, nous sommes spécialistes, Michel et moi, en effet, des familles qui concentrent toutes les formes de richesse et de pouvoir en France, et ce, depuis 30 ans. Nous avons travaillé comme deux moines bénédictins, publiant livre après livre des enquêtes ethnologiques, anthropologiques, pour comprendre le fonctionnement d'une classe dominante, d'une classe oligarchique, d'une classe prédatrice et d'une classe qui mène la guerre au peuple de France, aux peuples européens et aux peuples du monde entier, puisque cette oligarchie est aujourd'hui mondialisée. Alors, la concentration, c'est trop fort. Alors, je voulais faire... ça va? Bon. La concentration des richesses en quelques mains est extrêmement rapide. Je prends une statistique d'Oxfam qu'on peut critiquer, mais qui a le mérite d'exister. En 2016, il y a 8 multimilliardaires qui possèdent ensemble un patrimoine monétaire équivalent à la moitié la plus pauvre de l'humanité, au patrimoine de la moitié la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards d'êtres humains. La concentration est rapide, puisque selon les mêmes indicateurs, ces multimilliardaires étaient 388 en 2010, puis ils sont passés à 85 en 2014, 65 en 2015 et 8 en 2016. Et je pensais que la personne qui était hier pour représenter Oxfam serait là ce matin pour nous dire pourquoi ils n'ont pas publié encore les résultats de 2017, parce que je pressens qu'il n'en reste plus qu'un. S'il en reste plus qu'un, le travail sera facile à faire. Hein, vous avez compris, s'il n'en reste qu'un, voilà. Entre 2007 et 2017, la fortune professionnelle de Bernard Arnault est passée, tenez-vous bien, de 23 milliards d'euros à 47 milliards d'euros en 10 ans. Candidat de présidence de Sarkozy, présidence de Macron, entre les deux, la fortune de Bernard Arnault a été multipliée par 100%, c'est-à-dire qu'elle a tout simplement doublé. La source, c'est le palmarès de Challenge des 500 premières fortunes de France. Et évidemment, ce n'est pas Emmanuel Macron, le nouveau président des riches. Nous avions appelé Nicolas Sarkozy le président des riches. Là, c'est le nouveau président des riches qui va arranger les choses, puisque les premières mesures qu'il a adoptées ont été à la faveur massive des plus riches. Il a supprimé de l'assiette de l'ISF les valeurs mobilières, c'est-à-dire les actions, obligations, les parts dans les OPCVM. Or, les valeurs mobilières, nous avons eu la chance, Michel et moi, de faire un travail tout à fait inédit sur les 100 plus riches de l'ISF. Eh bien, pour ces 100 plus riches de l'ISF, les valeurs mobilières représentent 95% de la composition de leur patrimoine. Alors vous comprenez quel cadeau énorme, chiffré à 5 milliards d'euros qui vont manquer dans les recettes fiscales de l'État français chaque année. Et c'est intéressant parce que 5 milliards d'euros qui vont manquer, ça représente exactement au cadeau que les plus pauvres font à cet État, à Bercy. En effet, les plus pauvres n'osent plus réclamer leurs droits selon l'Observatoire du non-recours aux droits et aux services. On estime donc à 5 milliards d'euros de RSA qui ne sont pas versés chaque année aux 35% des bénéficiaires potentiels, uniquement parce qu'ils y renoncent. Ils en ont assez d'être traités de coûts, de charges, de variables d'ajustement et de lignes comptables. La richesse n'est pas seulement économique. Et dès qu'on aborde le problème des inégalités, il faut toujours avoir cette idée en tête. La richesse est multiforme. C'est un alliage fait d'argent, de beaucoup d'argent, mais aussi de culture, de relations sociales et de prestige. Les privilèges s'accumulent, tandis qu'à l'autre bout de l'espace social, les difficultés économiques, sociales,
culturels et symboliques se cumulent. Aux riches, disait Pierre Bourdieu, le monde social donne ce qu'il y a de plus rare, de la reconnaissance, de la considération, c'est-à-dire tout simplement de la raison d'être. Car de toutes les distributions, poursuivait-il, l'une des plus inégales, et sans doute en tout cas la plus cruelle, est la répartition du capital symbolique, c'est-à-dire de l'importance sociale et des raisons de vivre. C'est extrait des Méditations pascaliennes de Pierre Bourdieu. Donc la richesse permet ainsi d'accumuler d'autres biens que des biens matériels. Et comme les ruisseaux finissent par devenir des fleuves, ces différentes figures de l'aisance coulent toujours selon la même pente, accumulant sur quelques têtes fortune, pouvoir et prestige. La cumulativité des capitaux, dans leur diversité, est essentielle pour comprendre la réalité des économies qui forment un système en ce sens qu'elles s'engendrent les unes les autres. Toutes ces formes de richesse cumulées arrivent à créer ce que nous avons appelé, à la suite d'ailleurs du sociologue suisse Jean Ziegler, un véritable cannibalisme de classe. Des êtres humains qui tuent en toute conscience d'autres êtres humains. Donc, toutes ces formes de richesse cumulées sont des armes, aujourd'hui, au service des détenteurs des titres de propriété, que les propriétés concernent les valeurs mobilières dont j'ai déjà parlé, les entreprises, concernent les médias, ils sont aujourd'hui propriétaires des médias, des plus grands médias, ils se sont accaparés notre bien commun qu'est le politique, ils se sont accaparés le monde de l'art et de la culture. Et tout cela leur permet de détruire ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, les droits sociaux des travailleurs et des salariés acquis par les luttes sociales et politiques. Les oligarques ont inauguré une sorte de cannibalisme à travers la transformation en un nouveau marché financier des services publics liés au secteur social et à la santé. Les armes de destruction de ces services sociaux et de tout ce qui peut, de près ou de loin, ressembler à de la solidarité, doivent être diverses. Les armes doivent être diverses de ce marché financier pour pilonner de manière systématique les droits à la protection sociale et à la santé. Alors je donnerai un exemple d'un produit financier qui s'appelle les contrats à impact social, CIS, qui constitue un espèce de nouveau partenariat public-privé mis en œuvre dans le secteur social grâce à la présidence du socialiste, entre guillemets, François Hollande. Alors comment je les ai appelés? Je ne me rappelle plus. Contrat à impact social. Ces CIS, donc, ont pour finalité de marchandiser le secteur social, de faire en sorte qu'il soit privatisé au service des intérêts des actionnaires des multinationales. Alors, en quoi ça consiste? Nous avons 3 partenaires, un partenaire public, une collectivité locale ou un État, un opérateur social, une entreprise sociale ou une association, et un investisseur, un financeur privé, une banque, un fonds d'investissement ou un philanthrope. Et donc, bien entendu, on vous présente ça comme 3 entités autonomes qui ne sont pas du tout dans des rapports de classe ou des rapports de domination, mais enfin, moi je vous le dis, il y en a un qui a le pognon, c'est le financeur privé, et les 2 autres qui n'ont rien. L'État ou le service public a été dépouillé et ils sont sans le sou. Donc le principe étant qu'une fois un accord trouvé entre l'opérateur social, le partenaire public et le financeur privé sur les objectifs d'innovation sociale, vous entendez bien que je ne parle pas de progrès social, il ne parle que d'innovation, l'humain est exécuté y compris sur le plan sémantique,
qui feront l'objet d'un CIS. Et si ceux-ci sont atteints, le partenaire public rembourse le financeur privé, y compris avec des intérêts sur le capital mis en investissement pour la réalisation de ces objectifs. Alors, je cite par exemple un philanthrope qui a participé à de nombreux CIS. Nous finançons des programmes pilotes qui permettent de tester des innovations sociales, déclare le fondateur de la Fondation Démeter, Pascal Vinardic. Si celles-ci génèrent des résultats tangibles et peuvent être viables à terme, il nous paraît logique que l'État ou la collectivité locale rembourse notre investissement. Et je peux vous assurer que c'est très juteux pour ce type d'investissement. Mais quelles sont les conséquences de ce type de marché financier? C'est que cela détruit complètement le travail social. Ce sont les travailleurs sociaux de la Loire qui nous ont appelés au secours pour leur expliquer ce système, parce qu'il y a un tel burn-out chez les travailleurs sociaux qui, aujourd'hui, doivent travailler au résultat avec des normes, des directives qui sont imposées par ces financeurs privés. Et ces financeurs privés, finalement, arrivent à détruire les deux maillons de la chaîne. Les travailleurs sociaux sont privés de leur savoir-faire, du rapport humain qui est dans le temps long pour réinsérer les plus démunis dans la dignité et l'insertion sociale, mais c'est aussi la destruction des personnes en difficulté qui sont aujourd'hui traitées, comme le dit le pape François, comme des déchets, des Kleenex. Et du coup, c'est un processus de déshumanisation dont nous avons pu vivre, Michel et moi. Ils étaient plus nombreux que vous n'êtes ce matin. Pendant 2 jours autour de ce travail, eh bien, nous avons compris la détresse des travailleurs sociaux aujourd'hui dans notre belle France. Alors, qui sont les responsables? Ça va. Qui sont les responsables des décisions aussi importantes? Je prendrai l'exemple de l'association Aurore. C'est une très grosse association d'aide aux plus démunis en France. Nous en parlons dans notre dernier livre, Panique dans le 16e, puisque c'est cette association qui gère le centre d'hébergement pour sans-abri auquel nous avons consacré notre dernier livre. 1600 travailleurs sociaux. Qui est à la tête du conseil d'administration de cette association? Je vais vous le dire. Pierre Godet en est le président, alors qu'il est le vice-président de la multinationale Vinci. Qui est le vice-président d'Aurore? C'est le président même de Vinci, le célèbre multimilliardaire Xavier Huillard. Alors, je passe. Le pilonnage, comme je vous l'ai dit, des services sociaux, de la protection sociale, de la santé, le pilonnage doit être systématique. Il faut transformer en business, en profit, tout ce qui touche au travail social et à la protection sociale. Alors, on peut analyser les différents traités de libre-échange comme participant à cette destruction. Il n'y a jamais une arme. Avec l'oligarchie, c'est des tirs groupés, le pilonnage. Les traités de libre-échange qui concernent actuellement la France, le TISA, cible précisément le commerce des services. Il constitue une menace mortelle pour les services publics. La santé, l'éducation ou l'aide aux plus démunis sont actuellement sur la table des négociations. Il s'agit d'ouvrir les économies nationales aux investisseurs étrangers sans limite, et de leur nombre et du volume de leurs investissements, mais bien entendu avec le minimum, voire l'absence de régulation nationale. Les normes sanitaires et environnementales sont sacrifiées pour les meilleurs profits des actionnaires des multinationales. Comme pour le TAFTA, qui concerne les États-Unis et l'Europe, et le CETA, traité commercial entre l'Europe et le Canada, les entreprises auront la possibilité de recourir à des tribunaux arbitraux en cas de contestation de décisions gouvernementales freinant la liberté des multinationales de faire de l'argent avec ce qui relève du bien commun et de la solidarité. Ces traités ont été négociés ou se négocient encore aujourd'hui
entre experts dans l'opacité des alcôves du pouvoir mondialisé sous le sceau du secret des affaires. Alors pourquoi 3 traités au même moment? Tout simplement pour être sûr d'aboutir à cette libéralisation des services sociaux. Le pilonnage permet d'avancer sur le TISA quand la contestation est trop importante contre le TAFTA, ou de ratifier le CETA en faisant croire à l'abandon du TAFTA. La rafale permet de jouer sur 3 tableaux pour mieux piéger le gibier. Le CETA, signé dans la précipitation le dimanche 30 octobre 2016 après-midi, ne serait-il pas d'ailleurs un cheval de Troie des multinationales américaines en Europe pour faire passer en douce les normes contestées du TAFTA? Au-delà des aspects financiers, il s'agit aussi, et en même temps, d'une offensive idéologique de destruction du bien commun que sont les services publics basés sur l'intérêt général et la solidarité sociale, au profit donc d'une privatisation rampante des prestations sociales. Le pouvoir de l'argent sous le néolibéralisme doit transformer les investissements humains en déficit financier et contaminer toutes les relations sociales afin d'assurer la construction d'individus néolibéraux qui ne devraient qu'à eux-mêmes leur succès ou la responsabilité de leurs échecs. Ce caractère systémique pourrait faire penser à 1984 d'Orwell, à la différence qu'avec le néolibéralisme, il ne s'agit pas d'un parti unique qui contrôlerait tout et tout le monde, mais une pensée unique, celle du néolibéralisme, où l'argent est roi, où l'argent s'est transformé en une arme au lieu d'être un moyen d'échange entre les êtres humains. Vous inquiétez pas, j'assure. Alors, cette oligarchie n'est opaque que pour celles et ceux qui ne veulent pas voir, qui sont intimidés, qui subissent la violence symbolique de cette puissance soi-disant occulte et opaque. Mais non, il y a des gens comme Jean Ziegler, ce sociologue suisse que j'ai déjà cité, comme Pierre Bourdieu, qui sont nos maîtres à penser, qui peuvent travailler au plus haut niveau à l'ONU et savoir faire la sociologie de cette oligarchie aujourd'hui mondialisée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des sociologues comme Raymond Aron et Michel Crozier qui sont aujourd'hui dans la querelle entre les sociologues qui se déroule en ce moment, qui sont donc des sociologues militants de droite, militants du néolibéralisme, et qui sont à l'origine de Bilderberg pour Raymond Aron et de la trilatérale pour Michel Crozier. Elle n'est pas belle, la sociologie française, pour cette oligarchie mondialisée. Et donc Michel et moi, qui n'avons pas pris la main de Raymond Aron et de Michel Crozier, mais celle de Jean Ziegler et de Pierre Bourdieu, nous avons fait ce travail de montrer comment fonctionne cette classe sociale pour laquelle nous n'avons pas besoin de mobiliser une théorie du complot. Cette classe sociale, elle est mobilisée elle-même pour défendre ses intérêts de classe parce qu'elle est une classe au sens marxiste du terme, en soi et pour soi. Elle a conscience de sa classe, elle a conscience de ses intérêts. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Michel et moi, nous n'avons jamais eu d'ennui. 25 livres, aucune menace, aucun problème, parce que ce que nous disons est l'exacte vérité et qu'ils sont d'accord avec le constat que nous faisons. Bien entendu, ils ne sont pas d'accord avec le fait que nous parlions aujourd'hui dans cette belle coupole où il s'est passé sûrement tant de choses intéressantes. C'est une classe sociale où il n'y a pas de chef d'orchestre. Chaque membre est chargé de défendre là où il est, avec l'énergie qu'il habite, les intérêts de sa classe. Et la mayonnaise prend à travers les multiples rencontres qui se font au sein d'institutions formelles comme le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, et d'institutions informelles comme la Trilatérale ou Bilderberg. C'est une classe cynique qui a parfaitement conscience des crimes qu'elle commet à l'échelle de la planète. J'en donnerai un exemple, Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker
est celui qui, lorsqu'il était Premier ministre du Luxembourg, ministre des Finances du Luxembourg et ministre des Finances de l'Eurogroupe, a commercialisé la souveraineté nationale du Luxembourg avec 548 rescrits fiscaux négociés avec les multinationales américaines. C'est-à-dire qu'au cas par cas, en fonction des multinationales, étaient négociés des impôts sur mesure pour ces multinationales, alors qu'évidemment, les entreprises luxembourgeoises, elles, étaient taxées au plus haut niveau. Jean-Claude Juncker a été récompensé de tout cela, puisque l'oligarchie européenne, l'oligarchie néolibérale qui a construit notre Europe néolibérale, l'a coopté pour être le Premier ministre de l'Europe, c'est-à-dire le président de la Commission européenne, tandis qu'Antoine Deltour, qui a fait ce magnifique travail d'intérêt public de dévoiler ses 548 rescrits fiscaux, lui est toujours en procès au Luxembourg. Alors, ça sera la conclusion. Voilà, donc si vous voulez, avec cet exemple que je donne de la commercialisation de la souveraineté nationale du Luxembourg, je veux par là montrer que l'objectif de cette oligarchie, c'est évidemment la destruction des États-nations, car le renard doit être libre dans le poulailler planétaire. Les multinationales doivent pouvoir faire ce qu'elles veulent avec leur justice de classe et leurs tribunaux arbitraux. Alors, ce sera ma conclusion, mais je suis presque parfaite. Oh oui, mais alors, hein, on peut le dire. Alors, l'oligarchie aujourd'hui mondialisée permet la connexion de la synergie de toutes les formes de violence qu'elle met en œuvre au niveau économique, au niveau social, au niveau du réchauffement climatique, de la marchandisation des ressources naturelles, du processus de déshumanisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout converge. Tout converge. Et c'est pourquoi, ce sera ma conclusion, l'heure est grave. On ne peut plus se permettre d'avoir des discours de fonctionnaires face à la gravité de la situation. La planète est en danger. Vous savez qu'ils ont créé un nouveau marché financier pour accélérer le réchauffement climatique. Ça, c'est décrit dans Les Prédateurs au pouvoir et tous les travaux extraordinaires d'Hervé Kempf, avec les droits à polluer, avec les produits dérivés qui sont des paris sur l'arrivée des catastrophes. Ça s'appelle Catastrophe Bonds. Bref, je vous épargne les détails techniques, mais ils sont passionnants à décortiquer. Alors ensuite, la marchandisation des ressources naturelles. Ben là, je pense au continent africain, dont les ressources naturelles sont pillées par toutes les multinationales, qu'elles soient d'origine chinoise, américaine, française. Le pillage de l'Afrique par la France-Afrique, toujours aussi active aujourd'hui, fait que c'est le continent le plus riche de la planète en matière de ressources premières et agricoles, et c'est pourtant le continent le plus pauvre de la planète. Vous imaginez comme c'est grave? Ensuite, les guerres. Alors là, je ne m'étendrai pas, puisque vous avez consacré tout un colloque de la Fondation Gabriel Péry sur les guerres de dislocation aujourd'hui, c'est-à-dire des guerres qui ne sont pas menées entre États, mais qui sont coordonnées par cette oligarchie mondialisée pour monter des génocides, monter des guerres ethniques, pour achever les peuples déjà pillés par leur propre classe politique, puisque avec l'exemple de Jean-Claude Juncker, j'ai oublié de dire que c'était aujourd'hui les hommes politiques qui, au plus haut niveau, pillent leur propre peuple. Nous avons montré dans notre livre « Tentative d'évasion fiscale » que le paquebot de Bercy voguait continuellement sous pavillon de complaisance à la faveur des plus riches. Alors, l'idéologie néolibérale ne peut plus connaître d'alternative. C'est la dernière phrase de conclusion. Je crois que j'ai 5 minutes, je ne les utiliserai pas.
L'idéologie néolibérale ne peut plus connaître d'alternative. Elle est un point de non-retour, no alternative de Margaret Thatcher. L'idée du changement est devenue un crime contre le pragmatisme. Nous, on nous traite toujours de militants. Et nos collègues sociologues, Raymond Aron et Michel Crozier, eux, ce n'est pas des militants. Alors, vous voyez que la neutralité axiologique, elle se dévoile, elle se déroule un peu en fonction de si on fait de la bonne sociologie de l'exploitation et de la domination, ou de la sociologie dans le sens du poil du néolibéralisme. Le système capitaliste s'est construit grâce à l'esclavage, au servage, à l'exploitation du travail par les propriétaires des moyens de production. L'esclavagisme moderne se met en place avec la mise des peuples sous la tutelle des marchés, c'est-à-dire des créanciers, des actionnaires, des riches de tout poil, de leurs experts et de leurs déficits. Est-ce que vous vous imaginez cette histoire de la main invisible? C'est comme la naissance de Jésus-Christ sans que la Vierge ait fait l'amour avec Joseph. Pas... D'accord. Ok. Donc, c'est un conte immature. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ça marche. Un conte immature et ça marche. C'est la plus belle des récessions et des impostures qui est aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, imposée au nom de la réforme, du changement et du modernisme par une oligarchie mondialisée autour de la finance spéculative à l'échelle de la planète. Nous sommes aujourd'hui face à une guerre de classe et comme l'a dit Warren Buffett, le milliardaire américain, en 2005 sur CNN, cette guerre de classe, c'est nous qui la menons, nous les riches qui la menons et nous les riches qui sommes en train de la gagner. Merci. Merci.